Comment les médias gouvernent le monde et comment notre société d'aujourd'hui perçoit les médias? Analyse, commentaires, décryptage, bienvenue dans Tribune Actu. Tribune Actu, c'est votre magazine consacré à l'actualité portant sur les questions de développement et de croissance en Afrique. Encore une fois, soyez les bienvenus à Tribune Actu. Tribune Actu, quand l'information s'invite chez vous. Tribune Actu, c'est le meilleur de l'actualité, sous tous ses thèmes, économie, sport, culture, société, politique et religion. L'actualité commentée, décryptée et analysée par des professionnels de la communication et de l'information. Tribune Actu, le seul et l'unique talk show, parce que l'information précède le développement. Tribune Actu, l'actualité d'ici et d'ailleurs. Revue et corrigée sur Béni TV, c'est chaque semaine sur The Blessings Channel. Chaque semaine, je recevrai sur ce plateau des journalistes, des hommes de médias, des professionnels de communication, des hommes de culture et aussi des associations de développement pour décortiquer l'actualité du continent. Alors pour ce numéro, je reçois sur le plateau M. Toumi David Golebi qui vient de mettre sur le marché une œuvre intitulée Le Ver de Corruptus, de la douane à la littérature. Comment comprendre cette démarche? Merci cher ami, merci à toute l'équipe de Tribune Actu. Retenez simplement que l'administration des douanes est une administration d'élite. Quoi de plus normal qu'une élite parmi les élites puisse produire par ces temps perdus une œuvre littéraire? Ce n'est que justice. Sur ce plateau, je suis aussi avec Nesmond Delors. Il est là en tant que journaliste et chroniqueur, nous accompagne dans cette émission. Alors Delors, quelle est l'actualité au niveau du continent? L'actualité, c'est inéluctablement le football. C'est la grande fête au Brésil et les équipes africaines y sont représentées. C'est toute l'Afrique qui retient son souffle quand ses enfants prestent. Lui, il est chef d'entreprise, éditeur. Alors Charles, quel regard peut-on porter aujourd'hui sur l'industrie du livre en Côte d'Ivoire et en Afrique? L'industrie du livre en Côte d'Ivoire se porte bien. Nous souhaitons que certains petits réglages soient faits pour que cette industrie puisse se porter mieux et créer des emplois et nourrir tous ceux qui travaillent sur la chaîne du livre. Lui, il est là en tant que militant des droits de l'homme, le président de la PDH. Alors, M. Eric Semien, comment aujourd'hui les Africains perçoivent la notion des droits de l'homme? Merci, M. Paten. Les droits de l'homme, c'est une notion qui est déjà innée dans la culture et us des Africains depuis la nuit des temps. Et donc, les Africains ne sont pas ignorants des droits de l'homme. Et de plus en plus, avec ces vents de violence que nous connaissons, il y a un très grand intérêt pour la question des droits de l'homme, comme mode de résolution des conflits. Le décor étant planté, nous partons déjà pour notre premier thème du jour. Très souvent, lorsque les regards se tournent vers l'Afrique, c'est pour observer les conflits politiques et sociaux qui ne manquent pas. Mais aujourd'hui, un événement donne l'occasion à la presse internationale de regarder le continent autrement. Dès lors, nous le disions à l'instant, 5 représentants africains participent à l'édition 2014 du Mondial du football, réunissant 32 nations au Brésil. À chaque sortie de l'une de ces équipes, c'est toute l'Afrique qui retient son souffle. Le Mondial du football a-t-il un impact économique sur les pays africains qui participent? Avant de répondre à cette question, messieurs, je voulais en fait vous poser une question. Alors, on se souvient que la première participation de la Côte d'Ivoire mondiale, c'était en 2006. Comment avez-vous vécu cette qualification? Eric Semien? Je me souviens que c'était en octobre 2005. Et donc, c'était la faveur du match qui opposait le Cameroun à l'Égypte, au Cameroun. Je me souviens que de nombreux Ivoiriens, dont moi-même, n'espérions plus. Et ce match n'avait pas d'intérêt pour nous parce que nous étions convaincus que le Cameroun ferait de l'Égypte une bouchée. Ouais. Donc on a commencé à s'intéresser à cette rencontre lorsqu'il y a eu des clameurs comme quoi les deux équipes étaient en train de se tenir en échec. C'est vrai, on a été contents, très contents, mais on aurait voulu que cette qualification se passe autrement. Parce que pour nous, elle a un peu ressemblé à une qualification par défaut. Monsieur Charles, vous partagez le même argument, une qualification par défaut? Moi, j'avais aucun doute. Cette année-là, lorsque j'ai vu tout le travail abattu par la FIF, avec à sa tête Jacques Anouma, j'étais convaincu que la Côte d'Ivoire allait aller très loin. Et d'abord qu'on serait qualifié pour le mondial, j'ai eu aucun doute là-dessus. Mais là où j'étais déçu, je m'attendais à ce qu'on arrive au moins en quart de finale. Ça, par exemple, là, j'étais déçu. David? Je ne dirais pas qualification par défaut, comme le dit l'expert en droits de l'homme. Parce que c'est cela, en fait, qui fait la passion du foot. Cette opportunité-là qu'ont les faibles de pouvoir gagner et qu'ont les plus forts souvent de ne pas être qualifiés, c'est cela le charme du foot. Et c'est cela qui fait que l'Afrique sera unie derrière ses enfants pour cette édition du Brésil.
Alors aujourd'hui, tout le monde est passionné autour du mondial de football brésilien. Alors, que représente le football aujourd'hui pour notre continent, dès lors? Une analyse? Oui, il faut le dire. Le football donne des devises. Hein? Le football engendre des devises et avoir des pays représentés au Brésil, c'est déjà un grand marché déjà pour les sélectionneurs et pour nos Africains et nos joueurs qui ont là l'occasion de montrer leur talent, de faire montre de leur talent, d'attirer les regards sur eux, mais aussi pour le pays même. Le pays participant, c'est une lucane pour les échanges culturels, sportifs. Les clubs, les fédérations nationales ont là l'occasion de se frotter aux fédérations des autres pays et échanger des expériences avec ces derniers-là. Alors Charles, pour un pays qui se qualifie pour le mondial de football, quel prestige? Vous savez, on avait souvent parlé de la diplomatie tout court, qui était la diplomatie politique. Après, j'ai un de mes éminents enseignants du supérieur, à la personne du professeur Amoa Hubin, qui a parlé de diplomatie coutumière. Aujourd'hui, on parle de diplomatie parlementaire. Et moi, bientôt, j'irai lancer dans un des pays africains la diplomatie culturelle ou littéraire. On peut également parler de diplomatie footballistique. Je pense que le rayonnement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dû en grande partie à la performance de nos athlètes, surtout au niveau du football. Quand vous prenez des individualités comme Didier Drogba, pour ne parler que de ces géants, mais c'est tout un pays qui est vendu. C'est l'image de tout un pays qui est vendu positivement à travers Didier Drogba. Donc le football représente beaucoup aujourd'hui, et je pense que c'est par le football, évidemment avec la culture aussi, hein, que nous allons donner cette image d'une Afrique qui gagne. C'est pour cela que même pour ce mondial, je suis convaincu que la Côte d'Ivoire ira bien au-delà des quarts de finale. Alors, M. Semia, le football comme un facteur de développement, comment percevez-vous cela? Si avant même d'en arriver au mondial, il faut déjà analyser les intérêts que rapporte une simple Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez, quand il y a une Coupe d'Afrique des Nations, c'est tout le continent qui retient son souffle. Il y a beaucoup de voyages, beaucoup d'investissements, beaucoup de production, beaucoup de marchandises. C'est cool. Et on voit également que le football devient un facteur de rapprochement, de communication. Et on voit que les Ivoiriens, tout le monde est devant son petit écran en train de regarder le match et de vivre sa passion. Mais on va peut-être revenir sur l'équipe de Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas de quelle performance mon collègue sur le plateau parle. Je suis particulièrement très acerbe concernant l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire et on va y revenir tout à l'heure. Okay. Alors, David, quel intérêt aujourd'hui pour les Africains de suivre ce mondial de football et particulièrement la prestation de nos équipes qualifiées à cette compétition? Au-delà de la prestation de nos équipes qualifiées, je voudrais revenir sur l'opportunité que cette compétition offre à nos jeunes athlètes de se vendre. Et je dis vendre parce qu'aujourd'hui, alors que la Côte d'Ivoire recherche des fonds pour financer son industrie, un fils du pays, parce qu'il est allé jouer à l'extérieur, vient payer près de 5% pour plusieurs milliards de parts dans une société minière, c'est l'économie qui gagne. Et donc, c'est cette opportunité-là qu'auront nos acteurs de faire valoir leur talent et donc de se faire vendre plus cher, quitte à ce que nous qui sommes en arrière, nous attendons qu'ils viennent investir ici. C'est cela qui me meut au niveau de cette participation-là. Parlant de crise avec tout ce que nous connaissons en Afrique, selon vous, quel attrait ce mondial peut exercer sur les Africains? C'est une sorte de catharsis. On a là l'occasion de sourire, de rire, de voir les cœurs battre de joie. Et donc, c'est bienvenu. C'est pourquoi je disais que c'était une belle opportunité pour l'Afrique. Mais moi, j'aimerais revenir aussi encore sur les retombées financières parce que c'est davantage les fédérations qui gagnent et c'est le développement local du football. La FIFA met à sa disposition 760 millions pour la préparation. Je veux parler à la disposition d'une fédération. 4 milliards pour la première phase. Et si le pays passe le premier tour, la FIFA lui octroie un bonus de 3,5 milliards de francs CFA. Et ce n'est pas rien. On sait qu'en finale, encore, la cagnotte monte jusqu'à 17 milliards de francs CFA. Alors, M. Semia, comme vous venez de le constater, le football est aujourd'hui une véritable industrie qui engrange beaucoup de devises. Alors, comment aujourd'hui nos États perçoivent la politique de développement du football? La Fédération ivoirienne de football, à l'instar des autres fédérations africaines de football, a fait feu de tout bois
pour pouvoir rendre moderne et professionnel le football, du moins en ce qui concerne la participation de nos États aux compétitions internationales. La FIFA, depuis 10 ans, en tout cas, a fait plaisir au peuple de Côte d'Ivoire en faisant en sorte que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire soit à tous les grands rendez-vous. Mais ce qu'il faut peut-être regretter, c'est, si vous voulez, la promotion, l'encadrement du football au niveau national qui laisse encore à désirer. Je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, le football s'est vraiment professionnalisé en Côte d'Ivoire, mais quand on parle de football, c'est beaucoup plus tourné vers l'extérieur. On a plus d'yeux pour nos stars qui jouent dans les équipes étrangères, plutôt que de s'intéresser au championnat local. Alors je vous parle, je supporte une équipe locale, mais je ne sais même pas les noms des joueurs de l'équipe. Même quand les tarifs sont laissés gratuits, le public ne va pas assister au football tellement le spectacle n'est pas intéressant. Je crois que la FIFA devrait voir ce côté également. Okay. Au-delà de la Côte d'Ivoire, M. Charles Pémont, en Afrique, est-ce que vous pensez que les autorités gouvernementales s'investissent autant dans la promotion du football? Oui, je trouve ça un peu regrettable aussi parce que les autorités s'investissent énormément dans la promotion du football. Les ministères du sport investissent énormément dans la promotion du football, alors que le sport, ce n'est pas seulement le football. Il y a le handball, il y a la boxe, il y a l'athlétisme, des disciplines qui souvent nous ramènent plutôt des médailles ou des trophées, sont laissées pour compte. Et donc, je pense que l'investissement devait être un peu plus équitable. Moi, je suis en... mais je pense que cela est fait à dessein, parce que tout à l'heure, Delors a relevé les chiffres en fait, qui sont engrangés par le football lors de ce mondial. Oui, mais on a vu aussi que les pays, par exemple, qui ont développé le basketball, comme les États-Unis, le basket entraîne des devises. Les pays des Grands Lacs qui ont développé l'athlétisme, ça entraîne également des devises. C'est bien ce que le football fait. Le football apporte des devises. Mais il faudrait faire en sorte que les autres sports puissent connaître un grand développement pour apporter également des devises. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, beaucoup de viande dans la sauce. Mais ce n'est pas cela qu'on on dit que le football est du sport roi. Les rois, il faut les introniser. Et qui intronise les rois, c'est ceux qui ont les moyens. Et en Afrique, en tout cas particulièrement en Côte d'Ivoire, il y a le ministère des Sports qui a les moyens et qui équipe la FIFA, qui équipe les clubs de football et autres. Mais je vois qu'on ne donne pas assez. Moi, j'ai vu qu'on a donné, je crois, 300 millions pour qu'on aille supporter les éléphants. Pour la FIFA qui... enfin, le football est déjà roi, hein, vous savez, ça engrange beaucoup de milliards. Et on n'en fait pas suffisamment assez ailleurs. Moi, je n'ai pas vu qu'on a donné même 5 millions pour qu'on aille supporter le handball ou le basketball. Et même, je me souviens très bien que pour que Muriel Aouré aille courir pour la Côte d'Ivoire, mais il a fallu taper dans tous les sens pour qu'on puisse trouver les moyens. Donc, je pense que ce n'est pas équitable. On investit beaucoup, pas dans le sport, mais dans le football. Et je pense que c'est un déséquilibre qu'il faut corriger. Dès là. Peut-être parce que les pays ont leur sport type. Au Sénégal, c'est la lutte. Et en Côte d'Ivoire, c'est le football. Certainement, oui, au Sénégal, c'est la lutte, mais au Sénégal, c'est également le football. Et je m'appelle bien que l'État sénégalais... pas au mondial, l'État sénégalais, ils sont allés très loin. Non. Au Sénégal, il y a un sport qui est... C'est vrai que dans chaque pays... Non, il n'y a pas à choisir, justement. Je pense qu'il faut laisser la possibilité à tous les sports de se développer. Parce qu'on peut avoir des potentialités et de grandes révélations. On a vu que déjà, le handball nous a rapporté beaucoup de devises. Beaucoup de trophées, ce que le football n'a pas encore fait. On a vu que l'athlétisme de Gabriel Tchako à Muriel Aouré nous rapporte des devises. Donc, je pense qu'il faut donner la chance à d'autres sports de se développer. Et chaque fois que, vous voyez, quand Aouré, même qu'elle a la médaille de bronze ou d'argent, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le drapeau ivoirien, c'est l'hymne national. Donc, tous les sports peuvent faire en sorte que cette diplomatie sportive dont je parle puisse être bien développée. Alors, il ne faut pas... engranger les moyens pour un seul sport. Il faut engranger les moyens pour tous les sports parce que je pense que comme ça, on se donne plus de chances d'avoir une Côte d'Ivoire représentée à plusieurs niveaux, au niveau international, concernant les questions de sport. Voilà. Vous avez parlé de diplomatie tout à l'heure. Alors, quand on prend ces 5 pays qui sont qualifiés pour le mondial, que gagnent ces pays au niveau de la diplomatie internationale, Tommy? Ben, avant de répondre à cette question, je voudrais essayer de recadrer un peu le débat, notamment sur les moyens qui sont mis à disposition du développement du football. À la vérité, aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire est au mondial, c'est
du fait de ses fils qui sont à l'extérieur du pays. On ne parle pas aujourd'hui du championnat national. Combien d'éléments de notre championnat national sont choisis parmi les 23 qui vont représenter la Côte d'Ivoire? Et donc, il n'y a pas véritablement de politique. Nous faisons ce qu'on appelle des actions d'éclat, des actions de promotion, parce que nous sommes... Non, je finis, vous permettez. Ce que je veux dire. Ces joueurs personnels, oui. Ce sont des jeunes qui sont détectés ici dans les centres. Ils se sont souvent fait tous ceux. Vous parlez de Drogba. Drogba, qui l'a vu partir en Europe? Même ceux de l'Académie Bofiscom. Au départ, on a pensé, si je fais de publicité, on a pensé qu'ils allaient pour nous donner un football chatoyant, mais ils avaient été formés pour être vendus, excusez-moi du peu. Donc, c'est cette politique-là que l'État doit mettre en place. Comment faire pour que la Côte d'Ivoire ait un football véritablement professionnel, de sorte que, même si demain nous allons participer à une coupe, l'industrie ivoirienne du football, c'est une industrie respectable. La FIFA gagne des milliards, mais qu'est-ce qu'elle fait pour les équipes nationales ou pour la formation de ses enfants ici? Pour rebondir justement sur la question de la diplomatie, ce que ces pays, ces États africains gagnent, il y a 52 États en Afrique, je crois. Oui. 52, oui, bon, maintenant avec les Sud-Soudan, Nord-Soudan, voilà, 50 combien 54, voilà, j'espère qu'on n'aura pas un 55e ou un 56e. Mais sur 54 États, il y en a 5 qui vont. Il y a 5 drapeaux africains qui vont. Il y a 5 hymnes, voilà, qui vont être entendus, justement, au niveau, sur une scène mondiale. Et donc, sur le plan de la diplomatie, effectivement, le football apporte beaucoup à ces États-là. On parlera de la Côte d'Ivoire, on parlera des autres pays que je ne vais pas citer ici, mais on parlera surtout de la Côte d'Ivoire. Avec ses stars, c'est vrai, mais avec son beau football, et surtout lorsque la Côte d'Ivoire va franchir le premier tour, le deuxième tour, vous allez voir ce que ça va apporter à la Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Sémié, alors, oui. Je pense que vous êtes un téléspectateur, vous êtes aussi un amateur du football. Quand on se met un peu à la place de ces athlètes qui vont représenter ou qui représentent le continent actuellement au mondial, alors quand l'hymne de leur pays en fait crépite au début de chaque match, selon vous, quelle émotion ces athlètes-là peuvent en fait ressentir? Écoutez, je ne suis pas à leur place, mais si vous étiez, ce que je peux dire, c'est que c'est toujours un sentiment de fierté que de pouvoir avoir l'honneur de représenter son pays. En tout cas, moi, ça m'est arrivé une fois. Et j'étais très heureux, très fier. Quand l'hymne national de son pays retentit, on a le sentiment d'être en mission et on ne veut pas décevoir. Tout à fait. Et on ne veut tellement pas décevoir que souvent on déçoit. Vous comprenez? Et donc j'estime que ces acteurs, c'est des habitués. Ce n'est pas la première fois qu'ils vont représenter la Côte d'Ivoire. Je crois qu'ils ont le sens de la mission. Ils savent ce qu'ils ont à faire pour satisfaire les Ivoiriens parce qu'ils savent que les Ivoiriens sont exigeants. Cela dit, je ne suis pas un très fan de l'équipe de Côte d'Ivoire. Ah bon? 5 pays africains s'en vont représenter l'Afrique, c'est vrai. Mais il faut dire que ça va faire bientôt 15 ans que seulement 5 pays africains vont au mondial. Vous voulez dire que vous n'êtes pas fier des équipes africaines ou de la Côte d'Ivoire? Je ne suis pas fier du parcours des équipes africaines et singulièrement celle de mon pays. Vous comprenez? Oui. Quand on va à une compétition comme celle-là, c'est vrai, on va pour faire du marketing, pour faire de la diplomatie, c'est vrai, mais la diplomatie entoure les résultats. Et donc, plus il y a des résultats, plus il y a de la diplomatie, plus on revend. Cette année, on aura des résultats, ne vous inquiétez pas. Oui. Ok, je voudrais partager votre optimisme, mais vous n'arrivez pas pour l'instant à me convaincre. Au niveau de ces 5 pays, je pense que c'est fait par répartition géographique, parce qu'il y a 32 pays qui sont regroupés, qui s'affrontent. Vous vous souvenez qu'auparavant, il n'y avait que 3 pays africains qui participaient au mondial. Il y a une évolution. Donc, c'est en considération de l'ampleur que le mondial prend, en considération aussi et surtout des résultats, des performances produites par les pays africains. Donc ça veut dire que depuis un certain nombre d'années, on stagne. Mettons de côté l'aspect festif, l'aspect où on va festoyer, on va crier, mais regardons les résultats. Je ne suis pas fier que depuis plus de 10 ans, bientôt 15 ans, seulement 5 équipes africaines vont et rares sont celles qui dépassent le deuxième tour. Je suis désolé, le mondial, ce n'est pas un mondial de marketing, c'est un mondial pour résultats. Ces joueurs-là côtoient les grands professionnels dans les championnats européens, mais diantre, pourquoi est-ce qu'ils ne parviennent jamais à nous produire des résultats à la hauteur de nos attentes? Justement, pourquoi? Parce que le potentiel ne manque pas, parce que nous avons de grands athlètes qui évoluent dans de grands championnats avec les grands joueurs de renom. Et pourquoi est-ce qu'apparemment, à chaque édition, l'Afrique est toujours en fait éliminée au premier tour? Est-ce que ce n'est pas une question d'arbitrage par moment?
Mais il s'agit aussi de stars. Vous parlez de stars et souvent il y a des égos. Quand il y a des stars, il y a des égos et souvent ça se ressent sur le terrain. Donc les équipes africaines devraient aussi être solidaires par moment et mettre un peu d'eau, je peux parler surtout des joueurs, hein, mettre un peu d'eau dans leur vin pour faire de belles prestations. Oui, monsieur Réglé. Je voudrais continuer pour aller dans le même sens que l'ami ici présent, pour dire que quand on veut avoir une bonne politique en matière de football, il ne faut pas se contenter de récolter. Vous comprenez? Oui. Tant qu'on va continuer de récolter ce qu'on n'a pas sémé, ça sera toujours zéro à la base. Oui. Il n'y a pas une politique nationale qui puisse produire des fruits et qu'on s'en va toujours détecter des talents, des self-made talents, pour les mettre dans un groupe. Mais écoutez, quelqu'un qui vous prenez du dehors pour le mettre dans un groupe, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne peut pas produire de miracle. Vous comprenez? Il y a un temps d'essai, il y a un temps d'adaptation. Et c'est ce que nous essayons de faire à chaque fois. Vous voyez la sélection des 23, bon, il y a de nombreux Ivoiriens, de nombreux joueurs que les Ivoiriens ne connaissent pas en réalité. Ils évoluent peut-être dans des championnats, mais on ne les connaît pas, ils ne sont pas de ce groupe-là. Donc ce mondial-là sera en fait pour eux un banc d'essai. Vous comprenez? Avec ce que cela peut comporter. Je ne pense pas. Je pense que les techniciens ont pris le temps de faire le travail et de sélectionner les meilleurs du moment. Au niveau du développement du sport national, je suis totalement d'accord avec lui. Je pense que même on a vu en Coupe d'Afrique comment l'Égypte allait toujours plus loin. Oui. Parce que ce sont des joueurs, des joueurs qui jouent sur le territoire du pays et qui se connaissent, qui connaissent les réflexes, qui peuvent anticiper, etc. Mais quand on prend effectivement des gens, c'est un peu comme si on faisait une sauce avec un peu un ingrédient par-ci, un ingrédient par-là. Évidemment, ne vous étonnez pas qu'on ait un plat qui cause une intoxication alimentaire. Donc, je suis totalement d'accord avec monsieur de l'APDH. L'APDH, n'est-ce pas? Oui, je suis d'accord avec lui parce qu'il faudrait effectivement qu'on développe le sport national. Vous savez, à l'époque, on parlait d'ASEC Africa, Stade, Stella, etc. Et on allait au stade. Aujourd'hui, bon, au niveau national, hein, l'organisation ne me satisfait pas. Et puis, pour ne pas que ces enfants qui sont dans les petits quartiers, qui ont du talent, soient vendus comme de la marchandise, il faudrait peut-être aussi revoir le niveau du traitement salarial au niveau des joueurs. Donc, il faut qu'au niveau du sponsoring, les entreprises locales puissent investir un peu plus dans le traitement salarial des joueurs, mais également pour pouvoir investir dans le traitement des entraîneurs, des grands entraîneurs qui pourront faire animer d'abord le sport, le football sur le plan national, et on aurait déjà une bonne statut nationale. Et ceux qu'on va faire venir de l'étranger, ils doivent vraiment prouver qu'ils peuvent être utiles au groupe. Et donc, on n'ira pas les supplier. On ira prendre ceux qui sont vraiment bons pour venir ajouter à ceux qui sont déjà là, qui seront une très belle statut. Et je pense qu'ainsi, nous pourrons aller vraiment plus loin dans le sport. Je suis d'accord avec lui. Je pense que c'est ce travail qui est fait en ce moment. Mais je voudrais en fait revenir sur l'arbitrage. Parce que tout à l'heure, Charles a souligné le problème de l'arbitrage. Et on se rend compte qu'au dernier mondial, le Ghana aurait pu franchir le cap de demi-finale, n'eût été cette main de Luis Suarez. Mais à côté de cela, il faut voir un peu la participation, la préparation des équipes africaines. Cette participation est souvent émaillée par des problèmes d'organisation interne. On a parlé du Nigeria lors de la Coupe de la Confédération il y a cela quelques années. Et encore, à l'occasion de la préparation de ce mondial-là, concernant le Nigeria, on a encore parlé de primes. Est-ce que vous pensez que nous-mêmes, au niveau des États africains, au niveau de ces pays qui sont mondiaux, il n'y a pas un travail qui est délaissé au niveau de l'encadrement, au niveau de l'organisation, pour qu'on puisse aujourd'hui en fait parler de primes? Nous manquons de politique de développement. Si vous remarquez l'équipe de la Côte d'Ivoire que je connais, les 2 fois où on a eu de bons résultats, c'est avec des entraîneurs locaux, du local. Yeo Martial au Sénégal, et puis Zawi, tout dernièrement, à la dernière Coupe d'Afrique. Zawi François à la dernière Coupe d'Afrique. C'est dire que nous pouvons, si nous nous mettons de nôtre, mais au-delà de toutes ces supputations sur les performances de notre équipe, parce que tout à l'heure vous avez évoqué la question de l'arbitrage, qui est un facteur non négligeable aussi, il faudrait surtout qu'on retienne, tout à l'heure on parlait de diplomatie, que ces compétitions permettent de voir l'Afrique autrement. Voilà le Nigeria dont on parle aujourd'hui. Quand on parle du Nigeria, on entend Boko Haram. Mais aujourd'hui, quand on parle de Coupe du Monde et qu'on voit le Nigeria, on pense autrement.
quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de la réconciliation, on parle de la crise post-électorale qui a encore des séquelles. Mais quand on parle de Coupe d'Afrique, comme on l'a dit, Coupe du Monde, on pense à autre chose. Et c'est cet aspect-là, au niveau de la diplomatie, au niveau même du bien-être des populations, ne serait-ce que pendant 31 jours ou 30 jours, qui est à saluer, parce que ça nous permet de nous évader, de nous oublier. D'oublier tant soit peu que nous sommes cette Afrique-là, toujours à la traîne du développement, à la traîne des droits de l'homme, à la traîne de la croissance. Alors, M. Semir, au regard des profits qu'engrange aujourd'hui le football, on se rend compte que le football attire aujourd'hui attire plus les parents et les enfants que l'école. Quel commentaire? Oui, le commentaire, c'est que, premièrement, quand il n'y a pas de politique viable et fiable au niveau national, on assiste à un exode massif des jeunes talents entre griffes vers des zones plus, en tout cas, plus rentables, comprenez. Et sachez qu'il y a même une mafia qui s'est développée autour du transfert de ces enfants-là. Ils viennent promettre monts et merveilles aux parents et en fait, ils s'en vont exploiter les enfants. Comprenez? Je pense que la Fédération ivoirienne de football devrait être plus regardante sur le phénomène de la multiplication des écoles de formation et profiler en fait chaque acteur qui veut s'engager sur la voie du football avec ses parents, surtout quand ils sont mineurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui le football ne nourrit pas son homme quand on voit aujourd'hui les vous avez raison. les Didier Drogba, je suis tout à fait d'accord. Mais si tant que le football nourrit son homme, il serait davantage mieux que le football commence à nourrir son homme au plan local. Est-ce que vous savez qu'il y a des équipes de football en Côte d'Ivoire où les joueurs sont payés à moins de 50 000 francs CFA par mois, où ils n'ont pas d'assurance quand ils sont blessés, l'équipe les abandonne parce qu'il n'y a pas de moyens. Mais ils évoluent dans des championnats amateurs. Oui, mais c'est ce que... Bon, je ne dirais pas que le championnat ivoirien est amateur, c'est trop dit, mais je dirais qu'il manque... un championnat professionnel. Il manque une certaine rigueur. On peut le faire. Il manque une certaine rigueur. Et puis je voudrais soulever un autre aspect. Vous dites que le football engrange aujourd'hui beaucoup de profits. C'est bien. Aujourd'hui, quand on sort du pays, quand on s'identifie en tant qu'Ivoirien, les gens ne savent pas situer la Côte d'Ivoire. Mais quand on dit Drogba, c'est là que les gens voient. Ou bien encore Yaya Touré. Je voudrais attirer les attentions sur le fait que le football engrange de l'argent, mais bien fort malheureusement engrange trop d'argent. Oui, engrange trop d'argent et on devrait commencer par tirer la sonnette d'alarme. C'est vrai que c'est du business, mais il faut dire que il faut qu'on fasse attention. On assiste aujourd'hui à des transferts qui se chiffrent à coups de milliards, à coups de milliards, et on s'interroge, il y a des transferts même dont le montant dépasse le budget de certains pays africains. Oui, en fait, moi j'aimerais rebondir sur ce que Semia a dit concernant les politiques nationales. Il ne faut pas désespérer de nos équipes africaines. Ce n'est pas le procès de la Côte d'Ivoire, de l'équipe de Côte d'Ivoire. On prend ce cas-là. Mais il y a l'Égypte qu'on a cité tout à l'heure, que Charles a cité, avec les joueurs locaux. Mais l'Égypte n'a pas, en tout cas, remporté. Combien de Coupes du Monde l'Égypte a-t-elle remporté? Donc il ne faudrait pas mettre, en tout cas, indexer les politiques nationales. Oui, mais il y a que, je voulais rebondir, il y a que le footballeur égyptien qui joue au National Al-Ali du Caire n'a rien à envier à celui qui joue en Ligue 2 en France. Vous comprenez? Parce qu'ils ont mis leur championnat à un niveau tel qu'il peut se suffire en restant sur place. Il y a donc des raisons d'espérer des équipes africaines, c'est ce que je veux relever. Nous disons qu'il y a des raisons d'espérer, mais il y a du travail à faire. Si on ne fait pas ce travail-là, il n'y a pas de raison d'espérer. Il faut faire le travail. Je crois que le TP Mazembe là aussi, le manager général, il paye vraiment l'espérance de Tunis. Même si, je veux dire que, comme on le dit, c'est un métier. Vous savez, si on va en tant qu'éditeur dans une compétition... C'est pays qui ne récolte pas. Si on va remporter quoi. Voilà, si on va en tant qu'éditeur dans une compétition d'éditeurs, s'il doit avoir un gagnant, c'est sûr qu'il doit avoir un gagnant, même si on a les meilleurs éditeurs. Mais au-delà de cela, la vie de tous les jours, le travail doit se faire. Et donc si le football national est bien organisé, que les salaires sont bien, qu'il y a des assurances, même si, bon, vous savez, les compétitions, c'est juste une fois tous les 4 ans ou bien une fois tous les 2 ans selon le type de compétition, mais tous les 12 mois, c'est un travail. Le footballeur, c'est un travailleur, comme le douanier, comme le journaliste, comme le juriste. C'est un travailleur, il doit pouvoir vivre de son métier, décemment. Donc si c'est bien organisé déjà, ça va être quelque chose qui va entretenir des familles, ça va être des salariés, des gens assurés. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on va avoir un développement autour du football et ça va créer du travail,
ça va réduire le chômage et chaque acteur, qu'il soit entraîneur, encadreur, joueur, médecin d'équipe et je ne sais quoi d'autres postes, chacun pourra vivre décemment. On aura une chaîne du football qui fera vivre au moins les populations. Oui, les mécanismes sont en train de se mettre en place. Récemment, la Côte d'Ivoire a adopté la loi sur le sport et dans des autres pays, il y a des démarches qui se font. Donc, il ne faudrait pas. Mais le problème, c'est qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique, on est toujours en train de. Va dire on est toujours en train de. Et puis nous allons boucler ce chapitre. Oui, je voudrais dire qu'il y a du travail à faire. La loi, c'est peut-être bien, on en adopte toujours les lois. Et on voudrait mettre l'accent sur le travail, sur la volonté. Il y a beaucoup d'argent qui circule à la maison de verre de Treichville. Ah bon? Vous comprenez? Ce n'est pas, oui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de football en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, il faut que à partir de ce mondial-là, on sache à la prochaine CAN ou au prochain mondial qui sont ceux qui vont monter ou bien ceux qui vont jouer. Est-ce que vous comprenez? Quand vous prenez une équipe comme le Brésil, quand il y a un mondial, vous regardez sur le banc de touche, c'est ceux-là qui vont jouer le prochain mondial. Parce qu'une place en équipe nationale, ça se mérite. Ce n'est pas parce que vous brillez ailleurs que nécessairement on doit vous prendre. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes Ivoirien que vous devez faire partie. Et puis je pense même qu'il faut qu'on ait un quota. Il faut qu'on ait un quota pour donner la chance à ceux-là qui sont en train de jouer en Côte d'Ivoire, de pouvoir figurer. Il y a de la volonté. Et je suis sûr même qu'avec eux, on aurait même plus de volonté. Mais je voudrais revenir, M. Assemian, sur le point que vous avez soulevé de l'arbitrage. Vous savez, c'est un point non négligeable, comme il a dit, mais il ne faudrait pas aussi qu'on joue les victimes. Il y a eu plusieurs équipes au cours du dernier mondial qui ont été l'objet d'erreurs d'arbitrage. Mais il faudrait qu'avec notre volonté, on puisse être à même de mettre le corps arbitral du mondial en situation où il ne pourra pas refuser un but qui est un but. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est parce qu'on perd notre temps sur de petits calculs. Si le ballon était passé ici, si ce n'était pas passé là, si ce n'était pas passé là. Mais si on joue correctement et qu'on se donne les chances d'avoir une victoire qui ne fasse l'objet d'aucune contestation, un arbitre n'invente pas les règles du football. Est-ce que vous comprenez? C'est mon point. Aujourd'hui, en tant qu'Africain, c'est juste votre juste dernier mot chacun avant de clore ce chapitre. D'abord, en tant qu'Africain, quand vous suivez ce mondial de football, qu'est-ce que vous ressentez? Moi, je suis déjà satisfait qu'on soit 5. On était 3. Je crois qu'on était d'abord 1 ou 2. Voilà, 1. Après, on est passé à 2. Après, à 3. Aujourd'hui, on a 5. Je crois que c'est une bonne progression. Seulement, voilà, oui, c'est trop simple. Vous savez, voilà, vous savez, c'est déjà beaucoup. Je pense que maintenant, ce qu'il faut faire, comme il a dit, ce sont les résultats. Je ne veux plus qu'on me dise qu'on est arrivé jusqu'au deuxième tour. Je veux qu'on aille le plus loin possible. Je pense qu'on peut rêver, brandir ce trophée. Tous les rêves sont permis et nos athlètes qui jouent avec les grands joueurs et qui parfois font la valeur de leurs équipes. Si ces joueurs-là y mettent de la volonté, je pense que la Côte d'Ivoire peut créer la surprise à ce mondial 2014. David, les équipes africaines vous font rêver? Oui, déjà leur présence, comme je l'ai dit tout à l'heure, est assez significative. Et au-delà des résultats, je voudrais dire que cette compétition-là, qui permet de l'Afrique d'être vue autrement, c'est déjà pour moi une grande satisfaction. Pour les résultats, il faut qu'on demande humblement à nos athlètes qui, en fait, n'ont pas le choix parce qu'ils sont le gagne-pain de leur famille. Ils donnent tout ce qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes à l'extérieur, mais quand ils jouent pour la Côte d'Ivoire, ils font attention parce que si demain il y a un souci, c'est la famille qui perd. Il faut qu'ils mettent de côté l'aspect purement familial et qu'ils jouent vraiment pour le pays parce qu'ils sont en mission. Alors, de là, vous êtes aussi satisfait de la participation de ces équipes mondiales? Je suis optimiste. C'est la place au jeu. Même au-delà de la participation africaine, c'est la fête du football. Il y aura du jeu, il y a du jeu. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. Nous sommes partants et nous sommes optimistes pour notre continent. Éric Semien, oui, merci. Je ne suis pas si satisfait que ça de la présence de 5 équipes africaines au mondial de football. On attendait un peu plus. On a les moyens, on a les capacités de faire plus que ça. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la réputation que l'équipe de Côte d'Ivoire... l'Afrique a 5, je rappelle que l'Océanie a 4 représentants. Oui, mais il y a combien de stars de football en Océanie en comparaison avec l'Afrique? Il n'y en a pas beaucoup. Ce que je veux dire, c'est qu'on attend les Africains au résultat. Arrêtons de festoyer avant coup. Vous comprenez? On ne va pas au mondial pour y être. Ce n'est pas le principe de la qualification. On va pour faire bonne figure à tout le moins.
Vous comprenez? Aujourd'hui, la réputation que la Côte d'Ivoire a, c'est la réputation, c'est l'équipe qui nous a habitués aux symphonies inachevées. Tout le monde reconnaît que l'équipe de Côte d'Ivoire a un fort potentiel, mais n'arrive jamais nulle part. Et des observateurs avisés ont déjà fait des commentaires. Et ce qui m'a fait mal, c'est une confidence. Vous savez qu'il y a un ancien entraîneur de l'équipe d'Égypte, un peu vieillard, les cheveux grisonnants, 2006-2008 par là, comment il s'appelle, je ne me souviens plus. Ahmed Chiata. Ahmed Chiata. Voilà. À chaque fois que l'équipe d'Égypte a eu à battre la Côte d'Ivoire, il avait pronostiqué non seulement le score, mais les minutes où l'Égypte allait marquer. Et puis c'est ce qui s'est passé. Et quand on lui demande, il dit, voilà comment contenir les Ivoiriens. Et c'est ce qui se passe sur le terrain. Vous comprenez? Je ne crois pas en cette équipe-là. Depuis 10 ans, cette équipe nous donne des soucis. On ne va pas forcément se focaliser sur l'équipe. Avec l'argent des contribuables ivoiriens. Quand nous, travailleurs honnêtes de Côte d'Ivoire, nous partons et que nous commettons une petite faute, vous savez ce qui nous arrive, mais c'est l'argent que nous cotisons qui prennent part au mondial. Est-ce que ces 5 équipes africaines n'ont pas du potentiel? Oui, mais ça fait 10 ans qu'on dit la même chose. Elles ont du potentiel. Et puis le potentiel ensuite. Et je pense que les résultats suivront. C'est ce que nous attendons. Nous ne cotisons pas, nous ne cotisons pas pour que le drapeau de notre pays flotte simplement. C'est un processus parce que comme Charles le disait il y a quelques années, on était à une équipe, à 3, à 5. Je pense que demain, on aura plus de représentants au mondial, Mais je pense qu'il faut être optimiste et puis croire à la qualité de ces équipes qui représentent le continent à ce mondial. Alors, nous allons marquer une pause ici et nous reviendrons pour la seconde partie de Tribune Actu. Tribune Actu, quand l'information s'invite chez vous. Tribune Actu, c'est le meilleur de l'actualité sous tous ses thèmes: économie, sport, culture, société, politique et religion. L'actualité commentée, décryptée et analysée par des professionnels de la communication et de l'information. Tribune Actu, le seul et l'unique talk show. Parce que l'information précède le développement. Tribune Actu, l'actualité d'ici et d'ailleurs. Revue et corrigée sur Béni TV, c'est chaque semaine sur The Blessings Channel. Nous revenons sur le plateau pour la deuxième partie de Tribune Actu. L'actualité, c'est aussi l'apparition du livre La veille du corruptus de Tommy David Golebi. Il est sur notre plateau. Dès lors, a lu ce livre, dès lors quelle analyse? La veille du corruptus est une œuvre poétique écrite par Tommy, comme on vient de le dire, Tommy David, cadre de l'administration. Il s'agit de l'édition de 2013. Dans ses poèmes énoncés en vers libre, l'auteur dénonce la corruption dans nos sociétés. Il passe au crible tous les corps de métier. Médecine, journalisme, police, armée et que sais-je encore. Cette dénonciation est parfois livrée dans une tonalité, tantôt oratoire, nous avons des phrases longues à la page 41 par exemple, tantôt tragiques, tantôt ironiques, avec des périphrases, des appellations insolites. À la page 26 par exemple, il parle de force du désordre pour parler de l'auxiliaire de sécurité. Ce qui sans doute a fait dire à l'éditeur, à la 4e de couverture, qu'il s'agit d'une œuvre poético-politique. Ce livre se présente comme un patchwork littéraire, il faut le dire, et suscite même des interrogations, tant dans la forme que dans le contenu. Ok, merci Dela. Alors, avant de savoir les motivations qui ont amené l'auteur à commettre cette œuvre, je voudrais en fait d'abord lui demander, David, pourquoi avez-vous choisi la douane comme métier? Je ne dirais pas que j'ai choisi la douane comme métier. Je suis entré en douane parce que, comme tout jeune africain, ivoirien, on cherche un métier. Rares sont les fois où on arrive à faire le métier que l'on voulait. Moi, je voulais être médecin. Parce que pour moi, le médecin, c'est quelqu'un qui a une certaine importance et qui apporte des soins à la créature divine. Malheureusement, entre docteur et douanier, il y a une différence, mais c'est tout de même les mêmes lettres DO par lesquelles ce métier commence. Alors, on remarque que dans votre œuvre, vous commencez votre œuvre par moi, corruptus. Cela veut dire que l'esprit de corruptus vous a habité. Est-ce que c'est cet esprit-là qui vous a amené à produire cette œuvre? Alors, ne commencez pas l'œuvre par moi, corruptus. Il faut plutôt commencer par la préface. Que dit l'auteur dans la préface? L'auteur dit que l'ouvrage Les Veilles de Corruptus est la transcription intégrale des confessions de Corruptus, le démon corrupteur.
Et il va plus loin pour dire que cette transcription est apparue comme une véritable automutilation, une véritable autoflagellation. Mais sans vous, parce qu'en toute honnêteté, l'auteur reconnaît qu'il a été corrompu, mais bien plus, il a corrompu. Donc moi, Corruptus, lorsque Corruptus vient à l'auteur pour lui dire « je veux que vous transcrivez mes confessions », il commence d'abord et avant tout par se présenter. Justement, c'est tout l'art même de cette œuvre. Il y a la polyphonie, il y a beaucoup de voix, en tout cas plusieurs voix dans l'œuvre. Tantôt c'est l'auteur, le poète, tantôt c'est Corruptus qui parle. Et c'est ce qui suscite certainement cette interrogation. Vous l'avez fait exprès? Non, il faut que vous compreniez. L'auteur, c'est un demi-urge, pour parler un peu comme les auteurs qui m'ont fait écrire. C'est quelqu'un qui est au-dessus de sa société, qui dans ces moments de méditation, va au-delà de toutes les contingences et puis regarde sa société et fait un diagnostic. Et l'ouvrage Les Vers de Corruptus doit se présenter comme un diagnostic, comme une catharsis de notre société en péril. Et ce n'est pas mon frère Sémian des droits de l'homme qui me dira le contraire. Alors, vous utilisez la poésie pour décrire un fléau aussi laid que nous connaissons en Afrique et qui est la corruption. Est-ce que nous ne voulons pas en fait donner une image aussi saine de ce fléau-là? Pourquoi la poésie? Oui, je l'ai dit à mon éditeur quand il m'a posé la question pour la première fois. L'objectif in fine, produisant les vers de Corruptus à travers les vers, c'est qu'ils soient imposés dans les lycées et collèges. Pourquoi? Nous avons étudié Baudelaire, nous avons étudié La Fontaine, nous avons étudié d'autres auteurs. Mais qu'est-ce que ça nous a apporté? Nous sommes tous, presque tous, des adeptes de Corruptus, de mon corrupteur. Alors, l'objectif que nous visons, c'est que dès le bas âge, pourquoi pas au lycée et collège, nos enfants, qui sont l'avenir de la nation, qui sont l'espoir de notre société, soient déjà éduqués à la culture de la probité, à la lutte contre la corruption, à la culture de l'excellence. Et Corruptus, c'est un néologisme. Et on retrouve beaucoup de néologismes. En tout cas, vous faites recours au néologisme dans votre œuvre. Par moments, cela semble rendre le texte inaccessible. Vous parlez de sémilogue, grâce corruptine, à la page 44. Oui. C'est une poésie hermétique? Pas vraiment. C'est une opinion. C'est une opinion. Vous ne voulez pas assumer un de vos collègues, journalistes d'après écrite, disait à propos des vers de Corruptus, il dit c'est une œuvre écrite en prose dont la compréhension est aisée et facile, puisqu'elle apparaît également comme un roman. Ça, c'est un de vos collègues qui l'a dit. Mais au-delà, il faut dire que l'utilisation de la poésie pour les vers de Corruptus vient du fait que le poisson pourrit par la tête. Si moi, aujourd'hui, chef d'une entreprise, je veux que les employés de mon entreprise soient des employés de grande probité, ils le seront. Si en revanche, je donne le mauvais exemple, il est clair que mon entreprise sera un credo de corruption. L'objectif visé, c'est que ceux qui sont des élites et qui ont cette aptitude à comprendre la poésie, qui ont cette aptitude à la faire comprendre aussi aux apprenants, puissent véritablement avoir une idée nette de ce qu'est la corruption aujourd'hui pour nos sociétés et qu'ils sachent que être corrompu ou corrupteur dans ce monde planétaire que nous sommes en train de former, c'est décréter soi-même son arrêt de déchéance, de souffrance et de mort. Alors, Dominique, parlant d'arrêt de mort, à la page 25, vous écrivez, de ce que je retiens de ce passage dans ce corps, c'est que ces hommes de loi que j'ai vus, heureusement que quelques rarissimes parmi eux font l'exception. Et je pense que vous voulez parler de votre corps de métier. Est-ce que vous ne trahissez pas, ce corps de métier-là? Non, là, vous êtes dans l'homme de loi. Et quand je parle de l'homme de loi, je parle plutôt de nos spécialistes du système judiciaire. Vous pouvez lire rapidement. Vous verrez, rien ne me surprendra sur terre depuis que les hommes de pureté, je parlais des médecins, ceux qui ont la connaissance de la biologie humaine, les mécaniciens de la nature, se sont laissés infecter par les corruptats, les tout petits virus de la corruption. Mais je dis plutôt, les hommes de loi sont en noir, recouverts de la tête aux pieds par une coiffe et une longue robe noire, de ce noir d'absence de couleur, couleur de vie, de ce noir d'injustice, de ce noir de tristesse. Je hais ce noir qui offre aux brebis pleines de gales de se donner des raisons de leur souillure. Corruptus estime que les hommes de justice devraient être habillés désormais en rouge, rouge de rigueur, rouge de sentence. Parce que quand ils sont en noir, ils veulent s'offrir des artifices de lumière, de beauté. Et au lieu de faire la loi pour le peuple, ils font la loi pour leurs proches, pour leurs poches. Entre proches et poches, il y a un air de différence, le air de rabis, de rigueur, que ces hommes en noir, hommes de loi, ont transformé en air de rabougri. Monsieur Simi, en tant que militant des droits de l'homme,
qu'est-ce que vous pensez de cette œuvre, hein, quand on sait que en fait, c'est une œuvre qui aborde le phénomène de la corruption avec vigueur, avec courage? Merci. Je viens de voir l'œuvre, je ne l'ai pas encore parcourue, mais je dois d'abord féliciter le courage de ce jeune cadre de l'administration qui a pris sur lui, comme il le dit, à 7 ans perdu, mais je ne dirais pas à 7 ans perdu parce qu'on ne fait pas de la littérature à 7 ans perdu. Je souhaite que ce soit également à des temps vraiment intéressants. C'est bien de parler de la corruption parce que je vous ai entendu dans les loges dire que la corruption de ce monde, il y en a partout, mais le problème de l'Afrique, c'est qu'on veut en faire la norme. Je suis totalement d'accord avec vous. Et nous avons un problème de corruption, mais plus en profondeur, c'est un problème de valeur. Vous comprenez? Quand on est corrupteur ou corrompu, c'est un problème de valeur. Vous verrez que toutes les guerres, toutes les crises que nous connaissons, les sociétés en trompe-l'œil, les États faillis, le lot quotidien de l'Afrique, le problème à la base, c'est l'absence de valeur, ou bien le non-respect des valeurs, le non-respect de la loi. L'Africain n'aime pas la loi. Vous comprenez? Je suis d'autant plus d'accord avec lui qu'il faut qu'on enseigne ces valeurs-là, dès le plus bas âge, à nos enfants. Qu'on leur inculque ces valeurs pour qu'ils puissent déjà se les approprier, mais il faudrait que les enseignants eux-mêmes soient nantis de ces valeurs. Okay. Justement, c'est cela qu'en fait l'auteur disait que sa motivation première, c'est d'amener ce livre à être en fait lu dans nos écoles primaires. Mais cela dit, comme il a indexé les acteurs du système judiciaire, ce que je pourrais dire, c'est que c'est peut-être vrai, il y a peut-être des raisons de leur reprocher un certain nombre de choses, mais j'aurais souhaité que vous puissiez identifier tous les secteurs d'activité de la société. Oui, justement, Charles, est-ce que vous avez votre sentiment sur cette œuvre-là? Moi, j'en suis l'éditeur. Donc, en tant qu'éditeur, si je ne suis pas d'accord avec une œuvre, je ne la publie pas. Je suis à 100% d'accord avec tout ce qui a été dit. Il a cité tous les secteurs d'activité où régnait la corruption. Et j'ai vu qu'il avait été honnête parce qu'il n'a pas cité l'édition. Parce qu'il n'y a pas de corruption dans l'édition. Non, il n'y a pas de corruption dans l'édition. L'édition, c'est un travail intellectuel qui se fait et qui est donné à voir. Je pense que les Vous êtes sûr que si on vient fouiner, on ne va rien trouver? Non. Non, mais Charles, en tant que citoyen, juste, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène-là? Voilà. Oui, c'est un fléau. C'est un fléau. Il y a... nous avons publié aussi un autre ouvrage, on aura peut-être l'occasion de bien sûr le marcher ici. La corruption est classée parmi les crimes. Je crois que la corruption vient en 2e et 3e position. Après, tu vois, les ventes d'armes et puis les ventes de drogue, je crois que c'est la corruption qui appauvrissent les États et qui amène les entreprises à ne pas travailler pour être performantes. Puisque si moi je veux un résultat, il suffit que je vienne avec une enveloppe, ou bien avec une caisse de champagne, ou bien une caisse de vin. Et là, je suis sûr d'avoir le marché. Et les gens ne travaillent pas sérieusement. Et donc, la corruption est un mal qu'il faut éradiquer si nous voulons avoir une société performante. La corruption, c'est une vraie maladie, comme dirait Astémien, parce qu'en fait, ça vient d'engrainer l'homme dans son subconscient. Et donc, du coup, tout ce qui était attaché aux valeurs est grignoté par ce virus. Et au bout du compte, il n'y a plus de valeur. Alors, la seule norme, c'est l'argent. On obtient tout avec l'argent. On obtient tout par l'argent. Et on obtient tout pour l'argent. Et finalement, on ne se met plus sérieusement à travailler. Et donc, la corruption, dans tous les secteurs d'activité, doit être véritablement combattue. Et c'est pour cela qu'à la suite de la sortie de cet ouvrage, nous avons lancé, avec l'auteur, un concours destiné aux élèves des lycées et collèges. Les enfants des lycées et collèges ont lu l'ouvrage et on leur a demandé, après avoir été choqués par l'image, tant par le fond que par la forme, d'écrire des textes contre la corruption et des textes qui vont promouvoir la probité, l'excellence et toutes les valeurs qui vont aider notre société à se remettre sur les rails. Donc, en tant que citoyen, je suis totalement d'accord avec ce que Tommy David Golé-Bignani a écrit. Et en tant qu'éditeur également, j'ai trouvé qu'il était important que je puisse publier un tel ouvrage pour faire la promotion de cette lutte contre la corruption. Alors, dès lors, tu as juste un mot, oui. La corruption, ce n'est pas nouveau en littérature, mais l'auteur a le mérite de l'avoir stylisé avec la poésie et c'est vraiment un beau texte que nous conseillons à nos téléspectateurs.
Alors, nous avons eu beaucoup de plaisir à conduire cette émission. Je pense que ce sentiment est partagé par tous les invités sur ce plateau. Eric Essémien, Charles Pemont, David Golebi, Nesmond Delors, merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Tribune Actu, c'est chaque semaine sur Béni TV. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine pour une autre édition.